Bonjour à tous, une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler d'un polémiste. C'est pas toujours évident de parler de certains auteurs, particulièrement de celui-ci. Alors, on aurait parlé de son père, il n'y aurait pas eu de souci. Alphonse Daudet, la chef de Monsieur Seguin. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, c'est génial. Mais alors, le fils, Léon Daudet, c'était quelqu'un d'assez clivant et personnellement, je trouve que c'est un grand écrivain. Donc, il a toute sa place ici et on va apprendre plein de choses avec lui. Mais effectivement, il a mis son talent au service de mauvaises causes. Allez, on démarre. Donc, étudiant en médecine, puis romancier, comme son père, Alphonse Daudet. Donc, Léon Daudet, la date, c'est quoi? Putain, je sais même pas. 1867-1942. Donc Léon Daudet, c'était un journaliste, un essayiste, un critique, un tribun et un polémiste. Mais surtout, il est connu en fait pour ses mémoires, ses souvenirs hauts en couleur qui étonnent et réjouissent par ses excès. C'est exactement ça. Il est truculent, très truculent, talent extraordinaire, au service de bien mauvaises causes. Il était nationaliste, antisémite, xénophobe. Il avait une haine profonde de la démocratie et colombophilie. Non, ça c'est parce que j'ai été réveillé par un pigeon ce matin. Je sais pas du tout s'il était colombophile. J'ai marqué ça parce que j'avais la haine des pigeons. On peut avoir la haine de la démocratie, moi j'ai la haine des pigeons. Il tiendra souvent des propos foncièrement injurieux, injuste et calomnieux. Mais il a écrit de prodigieux souvenirs, et c'est Marcel Proust qui nous dit ça. Marcel Proust qui était une de ses connaissances. C'était pas vraiment des potes, mais ils arrivaient à se fréquenter. Comme c'était le fils d'Alphonse Daudet, chez lui, en fait, déboulait toute la clique littéraire du temps. Et donc, il a connu tous les auteurs de cette époque. Il a fait des portraits de Zola qui sont excellents, je vous en reparlerai. L'art du portrait. Esquisser une silhouette en quelques traits mordants, trouver la formule assassine, balancer la métaphore sanglante, relever les ridicules, souligner le détail qui tue, c'est vraiment ça sa spécialité. Peindre sans commisération. Alors quand il n'aime pas quelqu'un, on le sent tout de suite, et puis il taille et il se gêne pas. Par contre, des fois, il a de l'admiration pour certains hommes, et alors là, il est beaucoup plus sympa. Ces souvenirs, en fait, ils nous promènent aussi à travers donc les salons littéraires, les académies, l'assemblée parlementaire, parce qu'il a été parlementaire. Et puis, comme il a été étudiant en médecine, on voit aussi l'ambiance hallucinante des hôpitaux de sa jeunesse. Tout ça, ça revit sous sa plume, c'est vraiment excellent. Une verve jubilatoire, j'ai marqué. Toute une époque. Doumic, ah oui, alors donc je vais vous lire quelques extraits. René Doumic, histoire de la littérature française. Donc à un moment, il s'en prend à Doumic. René Doumic ou Doumic, je sais pas comment on dit. Alors le bouquin, je l'ai. Hein. Il est génial, moi je trouve qu'il est bien, il est relativement bien écrit. Ça fait partie des histoires de la littérature que j'aime bien. Mais bien sûr, c'est pas, ça ne lui a pas plu à Léon Daudet. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? René Doumic, cette utilité qui se crut une nécessité, pioche physiquement le genre moyenâgeux. Quelqu'un de bien intentionné a dû lui dire qu'il avait une tête de vitrail. Mais il y a vitrail et vitrail. Celui de Doumic comporte des cheveux aplatis, d'un blond fade grisonnant, couvrant un front inquiet et plissé, au-dessous duquel s'ouvrent deux orbites bleuâtres. Alors moyenâgeux, grisonnant, bleuâtre, tous ces termes négatifs, en fait, il les utilise à outrance. On ne distingue pas les regards. Une bouche mauvaise, cachée dans une moustache et une barbe pisseuse, des joues creuses, un corps efflanqué complètent cette silhouette de noyé mondain. Il a trois bouées sur lesquelles il s'appuie. L'Académie, la Revue des Deux Mondes et les Lectures pour tous. Littérairement, c'est le néant. Oui, je fais une petite parenthèse. Ça clash énormément. Là, mais actuellement aussi, les chroniqueurs littéraires notamment, ils se lâchent et ça fait le buzz. Et quand on travaille sur l'écriture de scénario, on sait que le conflit c'est la base, je le répète tout le temps. Et donc, soit que ça a été une volonté de créer le buzz, soit que le système a sélectionné les gens qui font le buzz. Quoi qu'il en soit, c'est quand on s'attaque en fait à quelqu'un qu'on fait des vues, qu'on fait de l'audimat, de l'audience. Alors après, il y a des gens qui en abusent, ils cherchent exprès. C'est pas forcément d'ailleurs au détriment des écrivains. Hein. On peut présenter son bouquin dans une émission et se faire descendre par le critique littéraire qui est en place. Ça n'empêche pas les ventes. Les gens, ils aiment en fait quand ça bastonne. Après, il faut faire l'effort, chacun doit faire l'effort de ne pas s'arrêter tout le temps à ça, sinon ça n'a aucun sens. Les émissions, elles sont faites que de clash, pas très intéressant. Alors, littérairement, c'est le néant.
On ne peut citer de lui ni un mot juste, ni une vue originale, ni une ligne en français. Habillé de gros quant au style, il est invisible à 1 mètre. Il est sans goût, sans odeur et sans forme, mais non sans bile, acrimonieuse et envieuse. Elle coule certainement à son insu en filets saumâtres et en ruisselets jaunâtres tout autour de lui. On voudrait crier à l'université sa nourrice, emportez-le et changez-le, il est trempé. À la lettre, Doumig pue le fiel. À qui demandera, ouais ça c'est intéressant, à qui demandera comment ce néant de Doumig a fait figure d'homme de lettres et de critique, comment il a obtenu une collaboration de 20 ans à la Revue des Deux Mondes et un fauteuil à l'Académie, je répliquerai par la platitude. Alors ce qu'il dit ensuite c'est très vrai. Quelques-uns lui ont donné parce qu'il avait l'attitude du quémandeur. Là, j'aurais mis un point-virgule, c'est pour ça que j'ai mis en rouge le point. D'autres lui ont donné pour ne pas donner à son concurrent. Et moi, j'aurais écrit quelques-uns lui ont donné parce qu'il avait l'attitude du quémandeur. D'autres pour ne pas donner à son concurrent. C'est l'histoire de son élection à l'Institut, j'aurais mis à la fin. Point virgule, d'autres lui ont donné enfin parce que, étant nul, il ne fusquait pas. Il a bénéficié consécutivement de la charité, de la rancune et de la méfiance. Judet vu par Léon Daudet. Judet, c'était un journaliste. J'ai rien lu de lui. Et d'ailleurs, quand on lit les mémoires de Léon Daudet, on n'est pas obligé de connaître les personnes dont il parle. Ils prennent vie, en fait. Il n'y a pas besoin de les connaître. Ernest Judet a 2 mètres de haut et il est large à proportion. Il se tient devant la cheminée, les mains au fond des poches, les jambes écartées et l'on aperçoit dans le compas, c'est les jambes en fait, le compas, la pendule et les flambeaux. Sa tête est petite, tenant de la fouine géante et du scandinave d'eau douce. Un berbe moustachu, tondu de près, avec un regard de mauvaise humeur, plissé sous le lorgnon, et 2 grandes oreilles. Il bredouille en parlant, dit « existe pas » pour « ça n'existe pas »,« absurde » pour « absurde » et « déménager » pour « déménager ». Ça, je l'ai mis parce que c'est aussi sa spécialité à Léon Daudet, d'écrire la façon dont parlent les gens. Et c'est souvent qu'il fait ça, et je trouve que c'est sympa. C'est pas toujours facile d'écrire un défaut de prononciation. Il est l'animal le plus fat de la création, bien avant le dindon et le paon, convaincu qu'il sait tout, qu'il dompte tout, qu'il a tout lu et que l'univers tremble devant lui. Il jongle avec les ambassadeurs, subjugue les princes et décide du sort des États. Mais au fond, c'est un grand diable gauche, timide, assez craintif, habile de sa plume comme d'un manche à balai, pas bon, pas intelligent, intempestif, rancunier et pas mal roublard. Je ne connais personne de si inconsciemment comique. Moi, ça me fait rire. Alors, je connais de René Doumic. Ce qu'il nous dit sur René Doumic, c'est un petit peu exagéré. Je connais pas Judet. J'imagine qu'il a chargé un peu la mule. Le malheur voulut qu'il me rencontrât sur sa route. Moi pygmée, moi infime, moi minuscule ver de terre, tel Goliath le petit David. Pendant 7 ans, j'eus la joie incomparable de pouvoir l'étudier, le retourner sur ses larges coutures, environ 4 fois par semaine. En vérité, j'ai habité Judet, j'ai judété dans sa judetière comme un judouillard de joudoir. Et tout ce que je vais conter ici n'est que suc, quintessence, distillation de vin colosse, unique en son genre. Excellent. J'ai habité Judet, j'ai judété dans sa judetière. Super. On va s'attaquer maintenant à M. Léon Daudet, vu qu'il critique les gens. Donc j'ai trouvé chez Paul Rebout et Charles Muller des à la manière de. Et donc ils vont nous faire le portrait de Léon Daudet. C'est une parodie. À la façon de Léon Daudet. Je précise que c'est super bien tourné et toutes les expressions qui sont utilisées, elles ont été prises chez Léon Daudet. Ils n'ont rien inventé, c'est du copier-coller. Ils lui ont appliqué à lui en fait. Un barrissement dans l'antichambre annonçait Léon Daudet. On voyait rouler, dès la porte ouverte, un être obèse comme un ver de fruits, blafard, mais hilar, tumultueux, allègre, pourvu d'un nez hébreu en caoutchouc et d'une chevelure plate et huileuse. Et huileuse d'usurier levantin. Il allait s'accoter à la cheminée. Alors, je m'arrête juste, regardez les verbes, on voyait rouler, il allait s'accoter à la cheminée, relevait les basques de son habit et exposait à la flamme ses reins et son torse. Aussitôt se répandait dans la pièce une odeur âcre et spécialement fétide, où l'on retrouvait le suint, l'huile rance, l'intestin malade, je ne sais quoi de fade, de sordide et de pourri. Tout ça, il l'a dit à propos de ses contemporains. Et là, on lui resserre. Réjoui par cet échauffement postérieur, Léon Daudet promenait sur les salonnards rangés autour de lui ce regard qu'il voulait faire passer pour un regard d'oiseau de proie, et qui aurait eu grand-peine à le devenir, coulant entre des yeux chassieux, visqueux,
pressé par des paupières huileuses et dépourvues de cils. Alors il commençait à faire retentir son gong méridional, non sans l'interrompre, pour relever son gilet en accordéon, et se gratter le nombril d'une griffe alerte. À moins qu'il ne se passât l'index dans la bouche afin de nettoyer son sillon labio-gingival ou qu'il ne se décrottât la mâchoire avec l'aide d'un cure-dent pris dans son porte-monnaie. Ça, je l'ai gardé parce que un cure-dent pris dans son porte-monnaie, excellent. Il nous venge en fait par ses parodies de tous les délires un petit peu politico-philosophiques de Léon Daudet, qui est par ailleurs quelqu'un de très fin et de pertinent, mais politiquement, il a eu des idées absurdes, farfelues, sur lesquelles il est revenu un peu à la fin de sa vie d'ailleurs. Les propos de ce vieux gosse influençable, de ce mystificateur naïf, pétulant comme un siphon d'eau de sels, n'était qu'un tourbillon d'images psychotiques, qu'une suite d'égarements philosophico-candards. Entêté dans ses erreurs comme une mule, il s'aventurait parmi les idéologies avec la jovialité d'un éléphant pris de gaieté chez un marchand d'œufs à la coque. Excellent. Crédule à prendre une pomme de terre pour un cheval au galop, gobe-bourde s'il en fut, Léon Daudet se livrait en public à sa libido qui est, comme on sait, d'accuser sans répit. Les salonnards, suffoqués, recevaient en plein visage les relents de cette déliquescence. Un auditeur cherchait-il à s'évader, on voyait Léon Daudet bondir, le rattraper, se coller contre lui, genou contre genou, coude dans le ventre, haleine contre haleine. Il l'étreignait, le malaxait, le broyait, l'arrosait d'une salive gluante. Le malheureux, succombant, demandait grâce, faisait effort pour fuir. Daudet, de ses bras musculeux, le maintenait, et de sa bouche où gîte son homme, l'asphyxiait sans merci. Alors, juste la dernière phrase. Daudet, de ses bras musculeux, le maintenait, et là il met virgule et revirgule pour ralentir. De sa bouche où gîte son homme, virgule, l'asphyxiait sans merci. Point. Bah. Super. Ah, question sérieuse. Peut-on faire confiance aux écrivains? Et peut-on lire des salopards? Bon, salopards entre guillemets, hein. Ils ont tué personne, mais bon, c'est vrai qu'ils propagent des idées qui sont débiles. Alors, peut-on faire confiance aux écrivains? Je vous ai mis Rousseau, Michelet et Churchill. Alors, Rousseau, parce qu'il a écrit un traité sur l'éducation, l'Émile, et qu'il a eu 5 enfants et il les a tous abandonnés, les 5. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour éduquer des gamins? Je sais pas. En tout cas, il faut lire son bouquin. Rousseau, c'est un très grand écrivain, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Je l'ai mis aussi parce que c'était un utopiste. Alors, les utopistes, par définition, il faut s'en méfier. Force est de reconnaître que certains dictateurs se sont inspirés parfois des utopistes et ça n'a pas été toujours pour le bonheur des hommes. Michelet, c'est un historien du 19e, excellent, super, une excellente plume, mais c'est aussi un exalté. Et quand il nous parle de la Révolution française, il faut prendre du recul. Ça reste un super bouquin. Churchill, pareil. Alors, Churchill, pour d'autres raisons, c'est pas que c'est un exalté, c'est qu'à l'époque où il écrit ses mémoires de guerre, il n'est pas encore tout à fait sorti des affaires. Il a peut-être la volonté de ne pas se faire tort, d'une part, et d'autre part, quand on est proche d'événements comme ça, il y a toujours aussi des secrets militaires qu'il faut continuer à garder pour la sécurité. Et ensuite, pour les relations internationales, quand on fait de la politique, on peut pas dire ce qu'on veut, quoi. Peut-on lire des salopards? Alors, j'ai mis Céline, Fénélon, Léon Daudet. Bon, Céline, parce que voilà, il a eu des idées aussi antisémites. Ouais, Voyage au bout de la nuit, ça reste un super bouquin qu'il faut lire. Après, il faut toujours prendre du recul avec la personnalité d'un auteur, et puis il faut toujours aussi remettre soit dans le contexte de l'époque. Par exemple, Fénélon, il a écrit un traité sur l'éducation des filles. Évidemment que maintenant, ça a un peu changé tout ça. Donc, un gars qui écrirait ça maintenant, on dirait, mais c'est un salopard. Mais à l'époque de Fénélon, c'était autre chose. Et puis, on va pas se priver de lire un auteur comme Fénélon, parce qu'à l'époque, il était de son époque. Et pareil pour Léon Daudet. Quand c'est des grands écrivains, il faut pas se priver. Faut prendre du recul par rapport à leurs idées, mais il faut pas se priver d'aller lire des auteurs. Des fois, quand je parle de Léon Daudet, les gens ils se disent « Ah non, il était royaliste, antisémite. » Lisez-le, vous allez vous marier. Et vous n'allez pas forcément voter pour le roi la prochaine fois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je vous fais une grosse bise, je pense à vous, allez courir, faites du sport, lisez, bougez, lisez. À bientôt, ciao.